Au dîner de Noël familial, mon frère a ricané, inutile et au chômage. Mon père, enhardi, a ajouté, si tu disparaissais demain, je ferais la fête. Toute la table a éclaté de rire sauf moi. J'ai posé mon couteau et ma fourchette, les ai regardés droit dans les yeux, et j'ai dit froidement, alors, je suis d'accord. Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 36 ans et je vis à Lyon, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Je me tiens ici, sur un sentier menant au Mont Blanc. Le vent froid me caresse le visage, portant le parfum des pins et le silence de la nature. De ce point de vue, je peux voir des sommets enneigés et des vallées verdoyantes s'étendant à l'infini. Mais aujourd'hui, je ne me contente pas d'admirer le paysage, je réfléchis à moi-même, un long voyage, d'un garçon qui a grandi dans l'ombre des autres à un homme qui a trouvé sa propre lumière. Cette histoire commence en 2019, quand j'avais 30 ans, à Clermont-Ferrand, en Auvergne, un endroit où tout semblait s'effondrer, mais aussi où j'ai commencé à apprendre à me relever. J'ai grandi dans la banlieue de Clermont-Ferrand, en Auvergne, dans une modeste maison en briques rouges avec une clôture blanche en bois qui s'était écaillée au fil des ans. Mon père, Georges, était comptable et ma mère, Marie, travaillait à temps partiel dans une librairie d'occasion. Nous n'étions pas riches, mais nous n'étions pas non plus démunis. Notre famille se composait de 5 personnes, mes parents, mon frère aîné Guillaume, de 4 ans mon aîné, toujours la fierté de la famille, et ma sœur cadette Émilie, de 3 ans ma cadette, le bébé gâté de la famille, et moi. J'étais Julien, l'enfant du milieu, celui qui semblait toujours être coincé dans un coin oublié, jamais assez brillant pour être remarqué. Dès mon jeune âge, j'étais habitué à être comparé. Guillaume était l'étoile brillante de la famille, il était intelligent, beau, excellait à l'école et savait toujours comment rendre nos parents fiers. À l'école, il était le capitaine de l'équipe de basket, président du conseil des étudiants et a obtenu une bourse complète pour un internat prestigieux à seulement 15 ans. Pendant ce temps, j'étais juste un enfant moyen avec des notes médiocres et rien de remarquable à montrer. Chaque fois que je ramenais un bulletin de notes avec quelques B, mon père me regardait, soupirait et disait « Guillaume a toujours eu des A, pourquoi ne peux-tu pas essayer plus fort comme lui ?» Ma mère était plus douce, mais ses yeux trahissaient toujours une pointe de déception, comme si j'étais une version défectueuse de mon frère. Les vacances étaient les moments où je ressentais la différence le plus fortement. À Noël, quand j'avais 10 ans, Guillaume a reçu un kit scientifique, le genre qu'il pouvait utiliser pour mener des expériences de chimie dans sa chambre. Moi, j'ai eu une voiture jouet d'occasion, une dont Guillaume s'était déjà lassé. Considérez ça comme du recyclage, Julien, disait ma mère en souriant comme si c'était une idée géniale, mais au fond, je savais que ce n'était pas du recyclage, j'étais simplement le deuxième choix. Je trouvais du réconfort ailleurs. Notre voisin, l'oncle Frédéric, était un mécanicien à la retraite avec un petit garage derrière sa maison, rempli d'outils et de l'odeur d'huile moteur. Chaque week-end, je courais là-bas, le regardant démonter des moteurs de voitures, réparer des tondeuses à gazon ou bricoler des appareils électroniques cassés. « Tu as des mains habiles, Julien, disait-il, ses yeux se plissant en un sourire. Tout le monde n'a pas besoin d'être avocat ou médecin, fais juste ce que tu aimes et c'est suffisant. » Ces mots étaient un petit rayon de lumière dans mon monde plein de comparaisons. Mais quand j'ai parlé de l'oncle Frédéric à mes parents, ma mère fronçait seulement les sourcils. À quoi bon réparer des machines ? Guillaume va à la faculté de droit, tu devrais suivre son exemple. Je ne détestais pas Guillaume. Il n'essayait pas de me faire sentir inférieur. Parfois, il partageait même ses jouets ou m'aidait avec mes devoirs. Mais son ombre était trop vaste et je n'avais pas la force d'en sortir. Quand Guillaume est parti à l'internat, j'ai pensé que les choses seraient plus faciles. Elles ne l'ont pas été. Mes parents ont commencé à me comparer à un souvenir idéalisé de Guillaume, une version parfaite qui n'existait même pas. Quand Guillaume avait ton âge, il avait déjà des projets pour son avenir, a dit mon père quand j'ai hésité à choisir ma matière principale au lycée. J'ai juste hoché la tête, avalant le goût amer dans ma gorge. À 18 ans, je suis allé à l'université grâce à un prêt étudiant. J'ai choisi l'ingénierie mécanique, non seulement parce que j'aimais ça, mais aussi parce que je voulais prouver que je pouvais accomplir quelque chose. L'université n'était pas facile. Je n'étais pas un génie comme Guillaume, mais j'étais assidu. Je restais éveillé tard dans mon dortoir, me penchant sur des dessins techniques et des formules complexes. Certaines nuits, je restais seul à la bibliothèque, regardant d'autres étudiants rire et plaisanter, me demandant si je travaillais dur pour moi-même ou juste pour faire plaisir à mes parents. J'ai obtenu des notes correctes, pas exceptionnelles, mais assez bonnes pour décrocher un emploi dans une usine de fabrication automobile à Saint-Étienne.
Le salaire de départ n'était pas élevé, mais il était stable. J'ai loué un petit appartement et commencé ma vie indépendante. Pendant ce temps, Guillaume a obtenu son diplôme d'une faculté de droit prestigieuse à Paris, avec le soutien financier de mes parents pour acheter un bel appartement et commencer à travailler dans un grand cabinet d'avocats. Mes parents n'arrêtaient pas de parler de lui, de ses affaires réussies, des fêtes somptueuses auxquelles il assistait. Et moi? J'envoyais de l'argent chez moi chaque mois pour aider mes parents à rembourser leur hypothèque et à couvrir les frais de scolarité d'Émilie. Mais personne n'a mentionné qu'une fois, quand j'ai envoyé 2000 € pour réparer un toit qui fuyait, ma mère a appelé pour me remercier, mais son ton était neutre. « Merci Julien, mais tu sais, Guillaume vient de nous offrir des vacances à 5000 €. J'ai serré le téléphone fermement, un poids lourd oppressant ma poitrine. Je suis heureux pour lui, ai-je dit avant de raccrocher. Je n'étais pas en colère contre Guillaume. J'étais en colère que chaque effort que je faisais soit ignoré comme si c'était une obligation, tandis que les actions de Guillaume étaient traitées comme des miracles. Le travail à l'usine n'était pas un rêve, mais je l'aimais. J'appréciais le sentiment de réparer une machine, d'entendre le vrombissement du moteur après des heures de bricolage. Mes collègues, un groupe de mécaniciens terre à accent grave terre, sont devenus mes amis. Nous nous retrouvions dans un bar après le travail, buvant de la bière et échangeant des histoires. Ils ne connaissaient pas Guillaume et ne me comparaient à personne. Pour eux, j'étais juste Julien, le gars qui pouvait réparer une machine plus vite que n'importe qui d'autre dans l'équipe. Mais en 2019, tout a changé. L'industrie automobile de la région Auvergne a commencé à décliner. Les ralentissements économiques et l'automatisation ont entraîné des licenciements à l'usine. J'ai reçu mon avis de licenciement un matin pluvieux, quand le directeur m'a appelé dans son bureau et a dit « Julien, tu es un bon travailleur, mais nous n'avons plus le budget. » Je suis resté là, fixant la lettre de licenciement, sentant le sol s'effondrer sous moi. J'avais travaillé dur, sacrifié du temps, de l'argent et de la fierté pour prouver ma valeur, mais en un seul instant, tout a disparu. J'ai épuisé mes économies après quelques mois de chômage. Saint-Étienne n'avait pas grand-chose à offrir, et je n'ai eu d'autre choix que de retourner à Clermont-Ferrand, à la maison en briques rouges où j'avais grandi. J'ai fait mes valises, abandonné mon appartement et ramené ma vieille voiture à la maison, le cœur lourd. Je me suis dit que c'était temporaire, que je trouverais bientôt un emploi et me remettrais sur pied. Mais au fond, je savais ce qui m'attendait. Mes parents m'ont accueilli avec un mélange de pitié et d'irritation. Juste temporaire, n'est-ce pas, a demandé mon père, sa voix froide. Je vais trouver un emploi, papa, ai-je répondu, essayant de garder ma voix stable. Ma mère m'a tapoté l'épaule, mais ses yeux disaient tout, elle ne croyait pas que j'arriverais à quelque chose de significatif. Les premières semaines n'ont pas été trop mauvaises. Je passais mes journées à envoyer des CV, à appeler des entreprises, même à me rendre en personne dans des usines des villes voisines pour postuler. Mais le marché du travail en Auvergne était brutal. Chaque courriel de rejet me faisait me sentir plus petit. Et puis, la comparaison a recommencé. Un soir, au dîner, ma mère a parlé de Guillaume. Il vient de gagner une grosse affaire à Paris, a-t-elle dit, ses yeux pétillants. Son cabinet l'a récompensé avec des vacances à La Réunion. Notre Guillaume est vraiment incroyable. Je suis resté là, chipotant un morceau de jambon froid, ne disant rien. Mon père m'a jeté un coup d'œil, sa voix sèche, « Et toi, toujours pas de travail ?» J'ai essayé d'expliquer que le marché était difficile, que je faisais de mon mieux, mais il m'a coupé. Guillaume n'a jamais eu à mendier un emploi, les gens venaient à lui. J'ai serré ma fourchette fermement, un feu brûlant dans ma poitrine, mais je n'ai rien dit. J'étais habitué à rester silencieux. Les mois qui ont suivi ont été encore pires. Les factures de services publics s'accumulaient. Mon père a commencé à se plaindre, pas directement, mais par des remarques acerbes, cette maison ne soutient pas les parasites. Ma mère était plus douce, mais elle parlait de Guillaume de plus en plus en ma présence. Je me sentais comme un déchet que mes parents voulaient jeter. J'ai commencé à me demander si j'étais vraiment un fardeau. Chaque jour, je me réveillais en espérant trouver une lueur d'espoir, une chance de prouver que je n'étais pas un échec, mais chaque jour n'apportait que déception. Je me regardais dans le miroir et voyais un homme de 30 ans avec des cheveux ébouriffés et des cernes sous les yeux à cause de nuits sans sommeil. Je me suis demandé, que fais-je de ma vie? Quelle est ma valeur? Noël 2019 approchait et j'ai décidé de faire quelque chose pour changer l'ambiance. J'ai passé des semaines dans l'ancien garage de l'oncle Frédéric, maintenant propriété de quelqu'un d'autre mais toujours mis à ma disposition.
J'ai fabriqué une boîte en bois, y sculptant une image de notre famille et mes parents, Guillaume, Émilie et moi à partir d'une vieille photo prise quand j'étais enfant. J'y ai placé des souvenirs et des photos, des moments où je pensais que notre famille avait été heureuse. J'espérais que ce cadeau leur rappellerait que j'étais toujours là, toujours membre de la famille. Mais je ne savais pas que le dîner de Noël cette année-là allait tout changer. Le soir du réveillon de Noël 2019, notre maison en briques rouges à Clermont-Ferrand était décorée comme toujours. Un petit sapin de Noël se tenait dans le coin du salon, scintillant de lumière colorée et de vieilles boules en verre. L'odeur de la dinde rôtie flottait de la cuisine, se mêlant à l'odeur de cannelle des bougies que ma mère avait allumées sur la table à manger. En surface, tout semblait douillet, mais je pouvais sentir une atmosphère tendue, comme une corde de guitare trop tendue, attendant un seul toucher pour se rompre. Mes parents étaient occupés dans la cuisine, papa découpait la dinde, maman arrangeait les assiettes. Émilie, maintenant âgée de 27 ans, était assise sur le canapé, faisant défiler son téléphone, levant occasionnellement les yeux pour me sourire. Guillaume n'était pas encore arrivé, mais je savais qu'il ferait une entrée remarquée, comme toujours. J'ai placé la boîte en bois sur la table des cadeaux, à côté des cadeaux brillamment emballés. Elle semblait hors de propos avec son bois rustique et ses détails imparfaitement sculptés à la main, mais pour moi, elle contenait tout mon cœur, les souvenirs des jours de notre famille où je croyais que nous étions vraiment proches. J'espérais que lorsque mes parents l'ouvriraient, ils verraient à quel point j'avais essayé de me raccrocher à ces moments. Julien, aide-moi à sortir la soupe, a appelé maman de la cuisine. Je me suis dépêché, prenant un plateau de soupe de potiron fumante et la posant soigneusement sur la table à manger. Ça a l'air délicieux, maman, ai-je dit, essayant d'entamer une conversation. Elle a hoché la tête, mais ses yeux étaient fixés sur la porte, comme si elle attendait quelqu'un de plus important. Je savais qu'elle attendait Guillaume. La sonnette a retenti et mon cœur s'est légèrement serré. Il est là, s'est exclamé maman, se précipitant pour ouvrir la porte. Guillaume est entré, grand et imposant dans un manteau de laine coûteux, les cheveux soigneusement peignés, un sourire confiant sur le visage. Il a serré maman dans ses bras, tapé l'épaule de papa et leur a tendu une bouteille de vin rouge, le genre qui, j'en étais sûr, coûtait plus d'une semaine de salaire de mon ancien emploi à l'usine. Château Lafite, essayez, c'est incroyable, a-t-il dit, sa voix chaleureuse et généreuse. Maman s'est extasiée, papa a hoché la tête avec approbation, et je suis resté là, me sentant comme si je m'évaporais dans l'air. Julien, ça fait longtemps, a dit Guillaume en se tournant vers moi. Il a tendu la main pour une poignée, mais ses yeux ont glissé rapidement sur moi, comme si je faisais juste partie du décor. Ça va, a-t-il demandé, mais il n'a pas attendu de réponse avant de se lancer dans une histoire sur son récent voyage d'affaires à Londres. J'ai hoché la tête en silence, prenant ma place à table, essayant d'avaler l'amertume qui montait en moi. Le dîner a commencé par les histoires de Guillaume. Il a parlé de sa grande affaire à Paris, du nouvel appartement qu'il convoitait en centre-ville et des vacances sponsorisées par l'entreprise à La Réunion. Mes parents écoutaient, leurs yeux pétillants comme s'il était la star d'un film à succès. C'est mon garçon, a dit papa en levant son verre de vin. Guillaume, tu rends cette famille fière. Maman a hoché la tête, rayonnante. Émilie intervenait occasionnellement avec des histoires d'université, mais il était clair que les projecteurs étaient braqués sur Guillaume. Il a décrit une fête avec de grands clients, comment il avait conquis un client difficile. J'ai essayé d'écouter, mais mon esprit vagabondait. Je pensais à mes jours d'enfance dans le garage de l'oncle Frédéric, réparant une vieille radio et me sentant important. Je me souvenais de mes jours à l'usine, quand mes collègues me tapotaient dans le dos pour avoir réparé une ligne de production. Mais ici, dans ma propre maison, je me sentais invisible. Après le plat principal, maman s'est levée pour ouvrir les cadeaux. C'était le moment que j'attendais, mais aussi celui qui faisait battre mon cœur d'anxiété. Émilie a donné à nos parents une œuvre d'art achetée avec l'argent qu'ils lui avaient donné. C'est magnifique, Émilie, a dit maman en la serrant dans ses bras. Guillaume a présenté une enveloppe contenant un chèque cadeau pour un week-end d'évasion dans la région de Bordeaux. Vous méritez une pause, a-t-il dit, et la famille a applaudi. J'ai regardé ma boîte en bois, toujours assise tranquillement sur la table, et je me suis dit, ils vont t'adorer. Ils doivent t'adorer. Julien, où est ton cadeau, a demandé maman, sa voix douce mais manquant d'enthousiasme. Je me suis levé, prenant la boîte qui semblait plus lourde que jamais. Je l'ai fait moi-même, ai-je dit en la lui tendant. J'espère que vous l'aimerez tous. Maman a pris la boîte, y a jeté un bref coup d'œil, puis l'a mise de côté sans l'ouvrir.
Merci Julien, mais ce n'est probablement pas nécessaire, a-t-elle dit en souriant, comme pour l'écarter rapidement. Papa n'a même pas regardé, il a juste pris une autre gorgée de vin. Je suis resté là, sentant mon cœur écrasé. La boîte en bois, celle pour laquelle j'avais passé des semaines à sculpter, à remplir de photos et de souvenirs soigneusement choisis, a été rejetée comme un bibelot sans valeur. J'ai voulu dire quelque chose, expliquer que j'y avais mis tout mon cœur, mais ma gorge s'est serrée. Je me suis assis, les mains serrées sous la table, retenant mes larmes. L'atmosphère au dîner est devenue plus lourde quand Guillaume s'est tourné vers moi. Et Julien, toujours pas de travail, a-t-il demandé, son ton mi-blagueur, mi-sérieux. Tu comptes rester ici pour toujours? J'ai senti les yeux de mes parents sur moi, comme s'ils attendaient ma réponse pour confirmer que j'étais bien un échec. J'essaie, ai-je dit, ma voix basse. Le marché en Auvergne est difficile, mais j'ai quelques pistes. J'ai essayé de paraître calme, mais à l'intérieur, une tempête faisait rage. Guillaume a ri fort, comme si j'avais raconté une blague. Essaie? Tu sais, à Paris, les gens font la queue pour m'embaucher. Tu devrais quitter cette petite ville, faire quelque chose de grand. Il a pris une gorgée de vin, suffisant. J'ai regardé papa, espérant qu'il dirait quelque chose pour me défendre, mais il a juste hoché la tête à Guillaume comme s'il était d'accord. Julien, tu devrais écouter ton frère, a dit papa soudainement, sa voix froide. Ta mère et moi vieillissons, nous ne pouvons pas continuer à te soutenir. Les factures de services publics ont explosé depuis que tu es revenu. Tu es un fardeau pour cette famille. Ces mots coupèrent comme un couteau, tranchant profondément dans mon cœur. Maman intervint, sa voix plus douce mais acerbe, pourquoi ne suis-tu pas l'exemple de Guillaume et ne te tiens-tu pas debout par toi-même? À ton âge, il avait déjà une carrière, sa propre maison. J'ai regardé autour de la table. Guillaume ricanait comme s'il assistait à une pièce de théâtre amusante. Émilie baissa la tête, évitant mon regard, ne voulant clairement pas s'impliquer.